Donc merci à tous d'être venus. Juste quelques mots d'introduction pour vous expliquer d'où vient l'idée de ce forum sur le lait cru. Donc moi c'est Laurent Moreau, je suis producteur de fromage de chèvre à Faucombault. Et donc en 2019, il y a une instruction, comme vous le savez tous, ou vous la prenez peut-être pour certains, une instruction technique du ministère de l'Agriculture qui déconseillait la consommation de lait cru pour les enfants de moins de 5 ans. Et qui disait qu'il y avait des conséquences qui pouvaient être négatives jusqu'à 10, voire 15 ans. Donc cette instruction technique nous a posé pas mal de problèmes, nous, producteurs fermiers, puisqu'elle s'imposait en particulier aux collectivités qui étaient censées ne plus donner donc, de lait cru aux enfants de moins de 5 ans. Et puis on était également censé afficher une petite affichette « Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans », etc. Donc on a forcément été amené à se poser des questions suite à cette instruction technique, puisque nous on pense toujours qu'on n'empoisonne pas les gens qui mangent notre fromage. Voilà, il y a des études, en cherchant un peu, on a vu qu'il y avait des études qui montraient même que c'était bon pour la santé de manger du lait cru, y compris quand on était jeune. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Madame Angèle Vuitton de venir nous présenter une étude qui montre l'impact sur les allergies de manger du fromage au lait cru et du lait cru en général quand on est jeune. Et donc ça peut être bon pour la santé de manger du lait cru. Voilà. Donc l'après-midi va se passer un peu en deux temps. On aura un premier temps de conférence donc avec Madame Angèle Vuitton qui va nous présenter une étude et qui va nous dire en quoi ça peut être intéressant de manger du lait cru par rapport aux allergies. On fera suite à ça une petite partie de questions d'échange suite à sa présentation, donc des problèmes de compréhension ou de détails là-dessus. Ensuite, on fera une petite pause aux alentours de 15 heures. Et puis on fait une deuxième partie avec une petite table ronde, donc avec présent également Jean Bailly, donc, qui est président de la section Caprine au niveau du GDMA. Donc le GDMA, il présentera un peu ce que c'est, mais c'est le groupement de défense sanitaire du département, donc, qui est une émanation des éleveurs qui traite les questions sanitaires. On aura également de présent Olivier Denis, donc président d'AOP Pouligny-Saint-Pierre, donc qui montrera l'intérêt du lait cru pour les filières AOP en général dans notre territoire qui est riche en nombre d'AOP. On aura également donc Élise Brailly de Cagette et Fourchette, qui est une association intermédiaire qui favorise la vente des produits en général et en particulier donc des fromages, que ce soit collectivité et maintenant en particulier. Et puis enfin, on aura Yannick Guénin, producteur de fromage de vache au lait cru. Donc voilà, on a quand même voulu mettre un producteur de vache, puisqu'il n'y a pas que les chefs qui sont des fromages au lait cru dans cette zone, il y a aussi des producteurs de vaches, mais qui nous donnera plutôt l'avis d'un producteur. Voilà. Donc juste en deux mots, j'ai quelques personnes qui sont excusées. On remercie le conseil régional qui est notre financeur pour ce forum. Donc on les remercie et puis on en profite pour les excuser puisque plusieurs conseillers régionaux du département se sont excusés, ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. On excuse également M. Tologna, donc directeur du GDMA, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Et puis on regrette l'absence de l'ADDCSPP. Donc je vais quand même... On souhaitait que l'administration soit présente à la table ronde pour qu'on puisse échanger avec eux, qu'ils puissent nous dire, selon eux, quel est l'intérêt de cette instruction technique. Et donc, ils se sont excusés par un beau courrier, quand même. Je voulais juste lire un petit extrait, parce que ça pose quand même question. Enfin, moi, ça m'interroge quand il y a l'État qui n'assume pas totalement le service après-vente de ces directives, c'est-à-dire qu'il met en place une directive qui est applicable à tous. Et quand on leur demande de venir discuter de cette directive, sans nécessairement la mettre en cause, juste discuter, pour qu'on comprenne mieux, nous, l'intérêt de cette directive, ils nous répondent qu'ils sont très attachés au débat, à la transparence de l'action administrative. Toutefois, vous comprendrez qu'il n'est pas possible pour les services de l'État en département de participer à un forum mettant en cause le bien fondé d'une instruction technique du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ainsi, nous déclinons votre invitation à participer à la table ronde. Donc on a bien mis sur la table ronde qu'on voulait un débat, que ce n'était pas un sens unique, mais que nous, on s'interrogeait sur le bien fondé de cette instruction et qu'on leur demandait de venir discuter avec nous. Et donc, ils nous ont répondu de cette façon-là. Bon, ils ont nuancé par la suite en disant qu'en gros, qu'on faisait un travail formidable pour la qualité sanitaire des produits dans le département. Donc, ce qu'on ne doute pas. Et je pense que le travail qu'on va faire cet après-midi se situe dans cette excellence qu'ils ont soulignée par la suite. Voilà. Non, voilà, sans plus de
Je ne vais pas être plus long, je vais donner la parole à Madame Dominique Angèle-Vuitton pour nous présenter son étude. Merci. Oui. Bien vu, oui. Oui, effectivement, le service après-vente, on aimerait bien quand même. Bonjour à tous. Je remercie vraiment les organisateurs qui s'accrochent depuis près de 2 ans pour organiser ce forum et que je puisse y participer. Évidemment, on a été retardé régulièrement par la crise Covid et donc vous avez tous des masques. Moi, pour parler, je vais l'enlever parce que je pense que ça va mieux marcher. Mais nous sommes tous majeurs et vaccinés, donc tout va bien. Je suis vraiment contente d'être dans cette région parce que ça m'a donné aussi l'occasion de venir voir des amis. Et avant tout, comme toujours quand on fait des exposés, je vais dire mes conflits d'intérêts. Je n'ai aucun conflit d'intérêt dans l'industrie pharmaceutique, je n'ai aucun lien, parce que les médecins, habituellement, c'est ce qu'on leur demande. Je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt avec les grands groupes de l'agroalimentaire, parce que les contacts que j'ai eus avec eux, c'était surtout pour me menacer de procès, donc je pense qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt positif. Alors j'ai des conflits d'intérêt positifs, oui, parce que j'ai quand même une famille qui a beaucoup donné dans l'élevage laitier, la production de comté, l'amélioration de la race Montbéliarde. Bon. Donc effectivement, mon cœur est plutôt de ce côté-là, même si je n'ai aucun conflit d'intérêt financier, bien sûr. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui des résultats de l'étude que nous avons menée maintenant depuis une vingtaine d'années, hein, de suivi d'enfants. Je détaillerai un petit peu plus. Il s'appelle la cohorte, en bon anglais, donc c'est un acronyme, protection contre l'allergie, etc. Donc ça fait PASTURE, hein, en anglais, et en général, quand on en parle en français, quand on en parle avec la MSA, etc., c'est la cohorte PATURE, hein, qui porte bien son nom, puisque ça étudie des enfants qui vivent dans une ferme d'élevage laitier. Alors d'où c'est parti? C'est parti de la constatation que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une augmentation sans précédent des maladies allergiques dans les populations, je dirais, développées, hein, c'est-à-dire ça a commencé par les États-Unis, les pays scandinaves, ça s'est étendu aux pays européens, dont la France, et en gros, on est passé en 1950 de moins de 5% d'allergiques aux années 2000 à plus de 30% d'allergiques, que ce soit des enfants ou des adultes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, dans cet exposé-là, hein, qu'est-ce qu'on appelle maladie allergique, enfants allergiques, etc. C'est ce qu'on appelle en médecine l'allergie atopique, hein, c'est un nom un peu barbare, qui avait été inventé au début du XXe siècle. Et ça réunit des pathologies qui arrivent à des âges variés de la vie. Hein. Tout au début, on trouve surtout des allergies alimentaires, dont l'allergie au lait d'ailleurs, mais pas que. Puis il y a l'eczéma atopique entre 1 an et 2 ans, disons 1 an et 3 ans. Et puis ensuite, on va avoir l'asthme. Et enfin, chez les adolescents, la rhinite allergique, hein, que traditionnellement on appelait le rhume des foins quand on pensait qu'il n'y avait que le foin qui donnait ça. Et il faut dire que déjà au XVIIIe siècle, il y avait un médecin anglais qui s'était étonné que ce rhume des foins, on le voyait chez les enfants du châtelain, alors qu'on ne le voyait pas chez les enfants du paysan. Et il disait, c'est quand même curieux parce que
il avait bien fait la relation avec le foin, justement, et ces enfants qui étaient dans le foin tout le temps et beaucoup plus en contact avec le foin n'avaient pas cette pathologie, alors que les enfants des riches, des nobles, avaient cette pathologie-là. Donc ça lui avait mis la puce à l'oreille, et c'est vrai qu'on retrouve ce dont on va parler plus tard. Donc, au début, on a pensé que cette augmentation des maladies allergiques, elle était essentiellement liée à l'urbanisation, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup plus d'allergiques dans les villes que dans les campagnes. Et on a vite fait la relation entre cette augmentation et l'augmentation du niveau de vie, et en gros de ce qu'on appelait dans ces années-là, de la post-Deuxième Guerre mondiale, le développement. Plus un pays était développé, plus il y avait de maladies allergiques, plus un pays était sous-développé, et moins il y en avait. Donc on voit bien le contraste. Donc, on a tout de suite incriminé la pollution des villes. C'est parce que les villes étaient polluées, soit par l'industrie, soit par les autos, qu'il y avait plus de maladies allergiques. En fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas plus de maladies allergiques en nombre, en fréquence, mais les cas sont plus graves, parce que la pollution va aggraver en particulier toutes les pathologies respiratoires, dont, entre autres, l'asthme, la rhinite allergique, etc. Donc il y a aggravation, mais il n'y a pas augmentation. Et donc, on a commencé à se dire, si ce n'est pas aggravé, enfin en tout cas augmenté par la pollution des villes, ben, peut-être qu'il y avait dans les campagnes un facteur protecteur que les gens des villes ont perdu. Ça peut aller dans les deux sens, effectivement. Et donc, quelques études ont été faites qui ont bien mis le doigt là-dessus. Et ce qu'on a pu repérer, c'est qu'effectivement, ce qui rassemblait des facteurs d'éventuelle protection à la campagne, c'était le fait que l'hygiène était moins développée qu'en ville. On a eu plus tard des douches, des bains, etc. Et les toilettes étaient au fond du jardin, etc. Enfin, vous connaissez ça comme moi. Dans les campagnes, il y avait aussi des familles plus nombreuses. On a pu faire une relation avec le nombre d'enfants dans les fratries. Moins il y a d'enfants et plus ces enfants sont allergiques, plus ils sont nombreux et moins ils le deviennent. Donc, les infections de l'enfance ont été incriminées, parce que les infections de la petite enfance ne protégeraient pas justement contre l'apparition de ces maladies allergiques. Évidemment, dans les campagnes et en particulier dans les fermes, il y a des animaux, donc quel est le rôle des animaux? Et enfin, en campagne, de tout temps, mais encore plus au tournant des années 50-60, l'alimentation restait assez traditionnelle, alors que dans les villes, elle était assez modifiée, même si tout le monde ne mange pas des hamburgers matin, midi et soir. Donc, la question s'est posée, après ces premières études qui avaient un peu déblayé le terrain, est-ce que vraiment l'environnement rural traditionnel est protecteur contre l'allergie? Et si la réponse est oui, comment, pourquoi? Bien sûr. Donc, des études plus approfondies, avec plus d'enfants étudiés, des grosses populations. On a comparé des populations. Donc, ces études ont été faites dans les années 90, tout début 2000, et on a pu effectivement confirmer ce gradient clair, vie à la ferme, vie en secteur rural, vie urbaine, donc de moins vers plus d'allergies. Et on a pu mettre le doigt sur deux facteurs essentiels. Donc l'environnement de la ferme, clairement il y a un effet ferme, et ferme en particulier d'élevage, plus que les fermes où il y a des céréales à n'en plus finir. Donc c'est vraiment ferme d'élevage la plus protectrice. Donc ça c'était les premiers résultats un peu préliminaires si on veut bien.
Et à la surprise d'un peu tout le monde, et à, je dirais, l'horreur de certains, on a mis le doigt sur un facteur qu'on n'avait pas trop attendu, mais on avait quand même posé la question, qui était la consommation de lait cru. Et là, évidemment, ça s'est un peu gâté, parce que dire qu'on trouvait avec des études scientifiquement correctes que le lait cru était bon à quelque chose, ça faisait des ordres pour un certain nombre de gens. Et même si il y avait plus de 40 articles scientifiques qui montraient ça, quel que soit le pays. Alors, c'est vrai qu'on le retrouve d'autant plus qu'on est dans un pays d'élevage laitier, mais en fait, la vie à la ferme et la consommation de lait cru, même par des enfants urbains, ça a été une étude en Crète qui a montré que l'environnement de la ferme, on y retrouve, ce n'est pas très très significatif, mais par contre, les enfants de la ville qui buvaient du lait cru étaient aussi protégés comme les enfants de la campagne qui buvaient du lait cru. Donc ça a été quand même très sérieusement étudié avec des résultats qui semblaient tout à fait solides, d'autant qu'il y avait quelques études immunologiques autour de ça qui commençaient à trouver des explications. Mais c'est vrai que ça passait mal. Ça passait mal parmi les pouvoirs publics qui donnent les financements pour continuer à travailler, et ça passait mal aussi parmi les médecins, je dirais, et en particulier les pédiatres, parce que la hantise de la tuberculose, de la brucellose, etc., transmise par le lait cru et les produits au lait cru, est restée dans l'imaginaire, et en particulier celui des médecins qui avaient à traiter ces maladies-là très graves et quand même très fréquentes, il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'on avait tellement vanté la pasteurisation qui allait tout arranger, etc., que ça a semblé curieux. Donc ces études ont été critiquées, et c'est dans le contexte de ces critiques où on a dit oui, mais les gens ne se souviennent pas, c'est des études qui ont été faites chez des enfants d'âge scolaire, les parents ne se souviennent pas bien s'ils leur ont donné du lait cru, pas du lait cru, etc., comme si les parents pouvaient avoir oublié que c'était du lait cru et pas du lait pasteurisé. Enfin bon, donc c'est là qu'on a décidé de faire mieux et d'avoir une étude qui ne serait pas critiquable, pas contestable sur des données de méthodologie de l'étude. Et donc, on s'est mis ensemble à 5 pays, donc l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, la Finlande et la France, pour faire une étude européenne, ce qu'on appelle une étude de cohorte, c'est-à-dire qu'on prend et là, dans le cas précis, on a pris les femmes enceintes, c'est-à-dire qu'on a pris des enfants avant même leur naissance, et suivi évidemment le plus longtemps possible. Donc actuellement, on en est à près de 20 ans de suivi. Nos enfants ont 18 ans passés, donc c'est plus des enfants, je dirais. On a suivi comme ça dans 5 régions. Tous les enfants finlandais sont de la même région, autrichiens sont de la même région, et les Français sont des francs-comtois, région d'élevage bien sûr, et en plus de ça, notre université. On a comparé, donc ça fait 1000 enfants en tout, 500 enfants qui vivaient dans une ferme, dont les parents tenaient une ferme d'élevage, je dis bien d'élevage pour être vraiment similaire d'un pays à l'autre, et 500 enfants vivant dans les mêmes régions rurales, parce qu'il faut qu'ils aient le même environnement par ailleurs. On aurait pu prendre des urbains, la différence était encore bien pire, mais c'était moins démonstratif, puisqu'ils avaient des environnements forcément très différents, donc il y a des biais. Donc on a pris des enfants ruraux, des mêmes régions, qui étaient à parier, et donc comparés au cours du temps. Alors vous voyez, ça a commencé, le recrutement des enfants, enfin l'inclusion a été faite en 2002, mais on travaillait depuis 2000 en gros là-dessus.
Et puis nous, on était à peine en retard dans le recrutement et on a commencé donc à la mi-2003. Et puis on aurait dû faire le suivi 10 à 16 ans, 16-17 ans qui était en 2020, mais à cause de la crise Covid, donc on voit les enfants cette année, et ils ont pour la plupart 18 ans. Et donc tout au long de cette étude, on a fait, alors évidemment il y a eu des questionnaires qui ont été envoyés régulièrement, hein, la première année, tous les mois, ensuite tous les 6 mois, jusqu'à maintenant. Hein. Donc tout un tas de questions sur tout un tas de choses, y compris la structure des fermes, la façon dont les vaches étaient nourries. Vous n'imaginez pas le nombre de questions qu'il peut y avoir. Et par ailleurs, on a fait des prélèvements de sang, déjà dès la naissance de l'enfant, sang du cordon dans les maternités où les enfants naissaient, et puis ensuite sang de l'enfant à 1 an, 3 ans, 10 ans, et on va se retrouver donc maintenant avec la dernière visite. Il y en aura peut-être d'autres après, mais enfin, actuellement on est quand même sorti de l'enfance largement à 18 ans. Et il y a eu aussi évidemment beaucoup d'études de l'environnement, environnement de la ferme. Donc on a aspiré l'air de l'étable, de la grange. Évidemment, on avait le compte du nombre d'animaux, des espèces d'animaux tenus dans cette ferme, s'ils avaient des chiens, des chats. Enfin, bon, je vous épargne les 1001 questions et prélèvements qu'on a faits. Et on a régulièrement refait des prélèvements. On a aussi fait des prélèvements dans le lit de la mère, le lit de l'enfant, les maisons des gens qui n'avaient pas une ferme, évidemment, avec la même méthodologie que pour les fermes, si ce n'est qu'évidemment, il n'y avait pas de grange et d'étable. Voilà, donc ce que j'aimerais dire quand même à ce stade-là, parce que c'est vrai qu'on critique parfois la MSA, mais je dois dire que dans l'occurrence, et d'ailleurs pour d'autres travaux qu'on a fait, on a eu une aide extrêmement précieuse de la MSA, et on continue actuellement avec l'ASEPT, c'est l'Association Santé, Éducation, Prévention sur les territoires. Il y en existe dans toutes les régions, et c'est un peu le bras armé de la MSA pour les travaux de recherche touchant la prévention. Alors, quels sont les résultats ? Les résultats de l'étude Pature donc, confirment totalement, vraiment, il n'y a aucune ambiguïté, ça confirme les études antérieures qui avaient été critiquées, que les contacts avec les animaux, avec l'environnement de l'étable et de la grange, sont effectivement importants et donc protecteurs contre la survenue d'allergies plus tard dans la vie. C'est vrai pour la mère pendant la grossesse, et ça c'est assez fabuleux parce que l'environnement de la mère elle-même va imprimer des choses sur la protection de l'enfant, et on verra après les mécanismes qu'on peut imaginer pour ça. Et c'est vrai pour l'enfant dès la naissance, et en particulier les toutes premières années de vie sont absolument cruciales. C'est surtout dans les 2 premières années, mais vraisemblablement jusqu'à 6 ans. C'est pour ça que l'arrêt à 5 ans de l'instruction technique est assez amusante, parce que nous, c'est vraiment cette fenêtre-là d'opportunité qu'on a pour les facteurs protecteurs. Donc, importance de la vie à la ferme, des animaux, etc. Mais importance aussi, bien confirmée, parce que tout le monde espérait qu'on n'allait pas confirmer les crus là, qui gênaient tout le monde. Il faut bien le dire, la consommation de lait cru par la mère, déjà pendant sa grossesse, puis par l'enfant, sont aussi importants. Et ces effets fermes et lait cru sont distincts, c'est-à-dire qu'ils s'additionnent, si on veut bien. C'est pas parce que l'enfant vit à la ferme qu'on retrouve l'exposition au lait cru. D'abord parce que
il y a des enfants ruraux du même coin qui boivent le lait cru de la ferme et qui pourtant ne vivent pas du tout à la ferme, ont une mère qui travaille à la banque, etc. Donc rien à voir. Mais le fait, on a pu montrer d'ailleurs que plus ils sont proches d'une ferme d'élevage, plus ils vont avoir tendance à donner du lait cru à leurs enfants, ce qui est assez logique. Et puis, par exemple, plus leur maison est à proximité d'un fumier, par exemple, et plus l'effet protecteur va se sentir sur ces enfants ruraux. Alors maintenant, on tend à faire disparaître tout ça, alors que sentir la bonne odeur du fumier, finalement, vous protège contre les allergies. Merci. Alors, qu'en est-il des autres produits que le lait cru, lait, boisson du lait? Là, on est un petit peu plus gêné. Alors, oui et non, c'est-à-dire que comme les aspects socio-culturels sont différents dans les différents pays où on a travaillé, on a beaucoup discuté avec nos collègues des autres pays et bon, ils étaient persuadés qu'on ne pouvait pas poser la question directement de fromage au lait cru, etc., que les gens ne sauraient pas, que ça introduirait des biais parce qu'ils ne verraient même pas les différences entre... Alors peut-être que les Français, ils nous disaient toujours, les Français peuvent faire la différence, mais chez nous, ils ne peuvent pas faire la différence, donc on s'est mis d'accord pour dire fromage de la ferme, beurre de la ferme. Alors ça marche pour le fermier. Mais par exemple, nous, on est en Franche-Comté avec un système de collecte de lait et de fabrication du comté et des autres fromages dans des fruitières. Donc, quelque part, c'est plus pour les gens du fromage de la ferme, même si c'est fait avec le lait cru de leur ferme. Donc, ça sous-estime. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on montre que les produits laitiers de la ferme augmente encore la protection, la consommation de ces produits augmente la protection, on joue plutôt par défaut que par excès, puisqu'on a sous-estimé les fromages au lait cru des francs-comtois, entre autres, qui ne font pas leur fromage à la ferme. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire... croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, que les fromages au lait cru protègent, puisqu'on n'a pas la notion en tant que telle. Alors, dans les premières années de la vie, on a utilisé nos questionnaires parce qu'on avait posé des questions, en particulier pour les 2 premières années de vie, pour tout ce qui se passait de travers chez ces enfants, évidemment, le moindre... de travers était noté, et donc on avait évidemment toutes les infections qu'ont fait ces enfants, les rhinopharyngites, les otites, tout ce que les mères adorent, et pour lesquels on donne à l'occasion des antibiotiques de façon indue. Mais bon, on avait répertorié toutes les infections respiratoires de ces enfants, et on a pu montrer que cette consommation de lait cru et de fromage de la ferme, yaourt de la ferme, beurre de la ferme, etc., protégeait contre ces infections respiratoires de la petite enfance et de façon vraiment très très significative, en particulier pour les otites, qui est quand même la plus grave de ces infections de l'enfant, du tout petit. Il y a une protection qui s'exerce. Ce n'était pas le but de l'étude puisqu'on travaillait sur les allergies, mais on avait vraiment toutes les notions pour pouvoir avoir cette conclusion. Alors, c'est la seule diapositive un peu d'immunologie, c'est mon métier dans la vie, que je vais vous montrer. C'est Martine à la ferme au milieu, là. C'est juste pour faire le lien entre le système immunitaire des enfants et cette protection par le lait cru et la vie à la ferme. Je vous ai dit, pendant la période avant la naissance, l'enfant est bien sûr dans le ventre de sa mère, et tout est fait pour qu'elle ne le rejette pas. Donc il y a un système immunitaire très très particulier qui a un peu l'allure enfin même assez bien, l'allure du profil allergique, parce que c'est un profil dit de tolérance, et donc ces 2 profils se ressemblent. Et
au début de la vie de l'enfant, eh ben, le système va se réguler pour être équilibré, hein, c'est-à-dire en particulier pour lutter contre les infections à mauvais microbes évidemment, et justement ne pas dérailler, hein, c'est-à-dire ne pas faire d'allergie, ne pas faire de maladies inflammatoires, auto-immunes, etc. Donc, il y a des facteurs qui augmentent le risque d'allergie en gardant le profil là, qui est le profil allergique, et puis il y a des facteurs qui diminuent le risque d'allergie, dont on retrouve la vie à la ferme, la consommation de lait cru, qui enclenchent des mécanismes régulateurs qui vont faire que le système immunitaire va être correctement équilibré et va se maturer gentiment pendant les premières années de la vie. Je n'irai pas plus loin sur cette diapositive Martine à la ferme. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé en vrai, hein, dans les résultats de l'étude Pature? Que, effectivement, vivre à la ferme, boire du lait cru, manger des produits laitiers de la ferme, participait bien, hein, on a pu le montrer sur les prélèvements qu'on a fait, on avait des études immunologiques assez poussées, je dirais. En particulier, nous, on a beaucoup travaillé en binôme avec le groupe allemand, parce qu'on ne pouvait pas le faire sur tous les enfants, mais on l'a fait sur un échantillon bien précis de ces enfants, et on a montré que ça participait à la construction donc d'un système immunitaire plus équilibré, hein, correctement équilibré chez les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme cause, hein, comme facteurs qui peuvent faire ça? C'est pas tant la quantité de microbes auxquels les enfants ont été exposés que la diversité. Hein, vraiment, le mot diversité, c'est le mot important dans tout ça. Hein, la diversité des expositions est cruciale, et en particulier la diversité des expositions à des animaux divers et variés. Hein, par exemple, on est mieux protégé si ses parents sont éleveurs de vaches, mais qu'ils ont un peu de chèvres, un peu de moutons et des chiens et des chats, que s'ils ne font que de l'élevage, par exemple, vaches exclusif. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti des études. En tout cas, l'environnement de la mère, dès la période de grossesse, fait diminuer, hein, le risque de dermatite atopique, qui est une des premières affections allergiques des jeunes enfants. On a aussi montré que le risque allergique était moins important quand la diversification alimentaire était plus précoce dans la première année de vie. Or, pendant des années, les pédiatres, pour éviter l'allergie, ont conseillé aux mères de diversifier tard. Et en fait, c'est vraiment clair, et on l'a retrouvé dans d'autres études qu'on a faites, la diversification relativement précoce est protectrice. Hein, donc, on voit bien qu'il vaut mieux étudier les choses que dire ça comme ça en l'air. On a un papier tout à fait récent qui montre, on a étudié l'alimentation de la deuxième année, et c'est les enfants qui ont l'alimentation en deuxième année de vie la plus diversifiée qui ont la meilleure protection. Hein. Et puis, aussi, quand la consommation de viande n'est pas trop importante, mais qu'au contraire, la consommation de produits laitiers et d'œufs, c'est la première fois que les œufs de la ferme sortaient dans l'étude, est importante et diversifiée. Donc là, pendant la deuxième année de vie. Et puis, on a aussi trouvé que la protection était d'autant meilleure que la consommation d'une grande diversité de fromages était importante pendant les 18 premiers mois de vie. C'est-à-dire que plus on donne de fromage aux tout jeunes enfants, c'est-à-dire au moment de la diversification alimentaire autre, et plus les types de fromages sont variés, et plus la protection est sensible, hein, est importante. Alors, je vais vous détailler un petit peu cette étude, parce que c'est une étude qu'on a faite avec l'INRA de Dijon. Manger tôt une grande diversité de fromages protège, hein, donc contre des maladies allergiques tout à fait typiques de l'âge de 6 ans, sont la dermatite atopique et l'allergie alimentaire.
Et donc, ça, c'est un point assez important. Une fois encore, je vous dis, on n'a pas différencié les crus, pas les crus. Mais sur le tas, dans la diversité, évidemment, sont inclus des laits crus, largement, hein, puisque une bonne partie de la consommation sont en fait des fromages qui sont toujours au lait cru. On a montré aussi que les enfants qui ne mangent jamais ou très peu de fromage pendant leurs 2 premières années de vie ont un risque de rhinite allergique, hein, donc une des pathologies allergiques les plus fréquentes, plus importantes. Alors, comme producteur de fromage, vous pouvez être intéressé par d'autres résultats qu'on a obtenus. Les enfants qui mangent le plus de fromage en quantité, c'est les Finlandais, mais quand même, l'honneur est sauf. Ceux qui mangent les fromages les plus divers, hein, diversifiés, sont les Français. Il n'y a pas de différence significative entre enfants fermiers et non fermiers, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les enfants de fermiers mangent plus de fromage que les non fermiers, mais ce n'est pas le cas, donc on a pu faire des statistiques sur l'ensemble. Et puis, on a pu montrer que la diversité de la consommation de fromage, elle était proportionnelle au niveau d'éducation de la mère. Donc c'est les mères qui sont les plus éduquées, etc., qui donnent le plus de fromage à leurs enfants. On peut prendre ça comme on veut, l'interpréter comme on veut, mais c'est assez amusant. Voilà, donc qu'est-ce qui protège dans la ferme? C'est le contact précoce avec les animaux, avec les bons microbes, donc, qui sont transmis par les animaux, etc., mais surtout leur diversité. Et on a fait aussi une étude sur le foin, hein, en montrant que, effectivement, un enfant de fermier qui joue dans le foin ou qui est exposé dans les tables, etc., surtout au moment de l'affouragement, il prend dans la gueule plus de pollen qu'un enfant des villes pendant toute la saison des pollens, hein. Donc, on a des mécanismes immunitaires qui régulent par la quantité, donc ça peut jouer un rôle aussi additionnel, hein, au rôle des microbes. Alors, qu'est-ce qui protège dans le lait cru, évidemment, parce que ça vous intéresse encore plus. Alors, bon, la première hypothèse, c'était les bons microbes, hein, c'est-à-dire la diversité de la flore du lait. Effectivement, il y a un rôle de la diversité des microbes, qui est plus importante dans le lait cru, et qui est le reflet d'ailleurs de la microbiologie de la ferme. Hein, on a fait aussi des études de comparaison, microbiologie du lait cru, microbiologie de la ferme, etc. Enfin, bon. Et biodiversité, c'est vraiment le maître mot. Par contre, on ne trouve pas de relation avec la quantité de microbes. En soi, la quantité de microbes ou le dosage, par exemple, d'endotoxines dans le lait, d'abord, on a montré que les laits crus de nos éleveurs, qui sont tellement fliqués pour la microbiologie pathogène des laits, ils ont moins d'endotoxines que le lait en brique UHT qui est gardé dans le frigo des non-fermiers. Donc c'est un lait qui est quelque part plus propre au sens pathogénique du terme. Mais il n'y a pas que les microbes, et il y a vraisemblablement, on a plusieurs études complémentaires qui ont été faites sur la composition physico-chimique du lait, hein, et il y a vraisemblablement un rôle à la fois des protéines, mais surtout des graisses qui sont modifiées par le traitement thermique, hein, mais surtout d'ailleurs par le thermique plus UHT, qui modifie considérablement la composition physique, hein, du lait. Il y a plus de protéines sur les micro-gouttelettes graisseuses qui sont plus nombreuses sur les laits traités. Et donc là, ça modifie l'allergénicité du lait, mais aussi les produits, les acides gras, hein, qui sont dans le lait. Et on a pu montrer le rôle des oméga 3, hein, donc les enfants asthmatiques avaient moins consommé de lait riche en oméga 3, et puis on a retrouvé dans les selles la présence du butyrate et du propionate, donc c'est des acides gras à chaîne courte, qui sont plus transmis par les laits crus, hein, et en particulier par les laits d'altitude, ou en tout cas de vaches
qui vivent dehors, qui bouffent du foin dans les pâtures, plutôt que de l'ensilage ou d'autres choses à l'intérieur. Donc pour finir, 2 diapos rapides sur un élément dont on a eu récemment des éléments de résultats, parce qu'il fallait attendre que les enfants grandissent et qu'on ait le plus possible de résultats sur leurs maladies allergiques pour exploiter les selles qu'on avait évidemment gardées précieusement depuis l'âge de leurs 2 mois et 1 an. Et donc, on a travaillé sur ce qu'on appelle le microbiote. Je pense que vous savez tous ce qu'est le microbiote parce que vous travaillez aussi avec des produits qui ont une microflore. Donc, c'est ces milliards de bactéries et autres microbes qu'on a dans notre intestin. Et on sait depuis très longtemps, au demeurant, que ce microbiote est absolument essentiel pour déterminer la croissance et la bonne orientation du système immunitaire. Donc ça, je dis, dans les années 70, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Ce qu'on ne savait pas bien, c'était comment étudier ce microbiote, parce qu'il y a tellement d'espèces différentes qu'en culture, la plupart ne cultivent pas bien, tout ça. Et c'est vraiment les techniques de biologie moléculaire, de génétique des micro-organismes, qui ont fait que ça a été un sujet avec un grand renouveau dans les années... Oui, pas si longtemps, 2005-10, à tout casser. Et donc maintenant, on a vraiment des outils très intéressants. Et donc, ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que le microbiote, il n'est pas qu'utile à orienter le système immunitaire ou utile à digérer certains aliments que nous ne pouvons pas digérer. C'est les bactéries qui les digèrent pour nous, comme les fibres par exemple. Mais ça régule le poids. Et il y a même de plus en plus de papiers scientifiques qui montrent que ça régule le fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que la dépression, l'autisme, un certain nombre de dysfonctionnements cérébraux, maintenant, peuvent être mis en relation avec la composition du microbiote. Donc c'est hyper important parce que, évidemment, tel qu'on fabrique notre microbiote au départ, tel il va souvent rester pendant longtemps. Et donc, c'est assez crucial pour tout un tas de choses, en dehors même, évidemment, des allergies sur lesquelles nous, on travaillait. Et donc, la colonisation, elle commence à l'accouchement. Ensuite, bien sûr, au départ, ça dépend du mode d'accouchement. Mais ensuite, c'est l'environnement respiré, mangé, etc., de l'enfant qui joue un rôle. Et ce qu'on a pu montrer, là, c'est une publication... récente de la fin de 2020, c'est qu'il y avait un défaut de maturation du microbiote, c'est-à-dire qu'on peut voir comment le microbiote évolue pendant 1 an. Il y a une maturation normale, et quand cette maturation se fait trop lentement ou trop vite, eh ben, on a des enfants qui deviennent beaucoup plus facilement asthmatiques que chez les enfants qui ont une maturation normale. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que il y avait une meilleure maturation qui correspond mieux à ce qui doit se faire chez les enfants de fermiers. Donc, ces enfants ont autour d'eux l'environnement qui met le microbiote dans la meilleure forme, je dirais, et donc les influences sur le système immunitaire derrière ça. Donc avec des enfants tout à fait normaux de la cohorte, une centaine, on a pu faire une espèce de dessin, ça fait un peu psychédélique, mais c'est la maturation normale en fonction des différentes espèces, des principales espèces du microbiote. Et après, on peut voir comment se situent les enfants par rapport à cette maturation normale. Et on voit que ça mature mieux quand l'enfant vit à la ferme et quand il consomme du lait et des œufs, on retrouve nos œufs, de la ferme, et aussi quand la diversification alimentaire est précoce, comportant au moins 6 classes différentes d'aliments, y compris des produits laitiers, donc c'est assez important aussi. Et puis, quelque chose d'un peu nouveau qui n'était pas tellement sorti d'autres études, etc., c'est qu'un allaitement maternel prolongé, un peu exclusif, c'est pas très bon. Parce qu'il arrive un moment
où il faut que d'autres choses prennent le relais et que si cet allaitement maternel est trop prolongé, ça va empêcher le microbiote de maturer correctement. Donc, il y a un moment où il faut savoir passer au lait d'autres choses, d'autres animaux, que ce soit les chèvres ou les vaches au demeurant. Et puis donc, pour tout à fait finir, parce que c'est la fin de mon exposé, effectivement, on a pu faire une relation entre la composition du microbiote et les bactéries qui, justement, produisent le butyrate, le propionate, et qui donc, on avait déjà trouvé avant comme des facteurs intermédiaires, ces acides gras-là, pour la protection contre l'allergie. Donc, je vais... je pense que ce n'est pas la peine de trop résumer, c'est les résumés, mais je pense de toute façon le PowerPoint, vous l'aurez à disposition, et donc il y a les grandes conclusions, mais c'est tout ce que je viens de vous raconter. Et puis avant de tout à fait finir, je voulais évidemment remercier, parce que vous comprenez bien, je pense que vous avez bien compris la lourdeur de ce type de protocole quand il est bien fait et qu'on le suit à la trace pendant près de 20 ans. Je remercie surtout mon collègue et très proche ami, Jean-Charles Dalphin, qui était largement autant un paysan qu'un professeur de pneumologie et qui est décédé il y a 2 ans, alors qu'on commençait vraiment à avoir l'ensemble des résultats de cette étude qu'il a initiée avec moi. Et puis la grande coordinatrice de l'étude qui nous a vraiment permis d'avancer pendant 20 ans dans de bonnes conditions, qui est Erika von Mussius, qui est une pneumologue pédiatre allemande et qui a tenu les choses pendant 20 ans. Et ça, c'est très, très, très précieux quand les gens sont agréables. En plus de ça, elle était francophone, ce qui ne nuisait pas. Voilà. Et c'est vrai que les familles qu'on a embarquées dans cette histoire, elles doivent vraiment être remerciées parce que c'était du boulot. Mais je pense que pour beaucoup de gens dans notre région, ça a été aussi une certaine fierté de montrer qu'à un moment, on vilipendait un petit peu les agriculteurs, les éleveurs, etc. Montrer que c'était pas tout si mauvais. Je crois que ça faisait du bien. Et donc, en tout cas, on ne peut que remercier ces familles de nous avoir aidés à faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis trop près du micro. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre une première série de questions assez rapides, si possible plutôt des questions de précision, de compréhension, pour entrer dans le vif du débat ensuite lors de la table ronde. Donc, allez-y, si vous avez des questions sur cette présentation. Oui. Pour entrer plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire, alors la Franche-Comté est une région particulière puisqu'elle produit un fromage d'appellation bien connu qui exclut l'ensilage. Oui. Est-ce que l'ensilage était pris en compte dans les questions et dans les autres situations d'élevage? Oui, bien sûr. Je pense que la diversité de la flore d'un lait d'ensilage n'est pas la même que d'un lait d'herbe. Mais disons qu'elle n'est pas la même, elle est surtout différente. Elle est surtout différente. Et c'est vrai que l'ensilage n'est jamais sorti comme un facteur protecteur. C'était plutôt la durée de pâturage parce qu'il y avait quand même quelques éleveurs qui faisaient de l'ensilage, parce qu'il y a des éleveurs de Haute-Saône, puisque la Franche-Comté, c'est la Haute-Saône aussi. La Haute-Saône est hors AOP comté. Donc, pratiquement tout le monde fait de l'ensilage en Haute-Saône. Et l'ensilage a été utilisé dans la plupart des autres pays sur lesquels on a travaillé. Mais ça n'est jamais sorti comme un facteur protecteur, plutôt comme un facteur neutre ou pas protecteur, je dirais, à la limite.
Mais bien sûr, la question était posée très très strictement. Il y avait même plusieurs questions sur le type d'ensilage, etc. Et bon, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous faire passer les questionnaires des éleveurs. Hein. Ça allait vraiment dans les détails. Et bon, ce que j'ai pas raconté, là, parce qu'il bon, y a tellement d'études annexes hein, qu'on a faites, mais bon, notre labo a toujours été un peu spécialisé dans l'étude du poumon de fermier, donc de l'environnement de la ferme d'élevage avec le foin, etc. Et donc ils ont pris des échantillons de fermes, en particulier en Allemagne et en France, pour vraiment aller plus au fond des choses sur la ferme la plus protectrice. Alors je dirais que la ferme la plus protectrice, c'est celle qui travaille vraiment complètement à l'ancienne. Donc il en restait encore 2-3 en Franche-Comté, mais il n'y en a plus beaucoup, avec tout le monde sous le même toit, avec un mode d'élevage très 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 traditionnel, estive dans les montagnes pour l'été, etc. Pas d'ensilage pour le coup dans certaines fermes allemandes de Bavière, hein, puisque la région c'était la Bavière. Les régions c'était la région de Kuopio en Finlande, la Bavière en Allemagne, le Tyrol en Autriche, et la zone qui est au sud de Zurich, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cantons alémaniques profonds, quoi, qui sont sous Zurich. Et voilà. Donc, Tout d'abord, merci pour votre intervention. Ça éclaire pas mal de choses pour ceux qui ne connaissent pas tout. Où peut-on trouver les résultats de cette étude pour les faire connaître et puis Alors, j'ai mis au bout de mon PowerPoint, donc les organisateurs ont le PowerPoint, mais j'ai une version PDF que j'enverrai. Il y a je crois qu'on est à 62, vraiment strictement sur l'étude pâture, parce qu'il y a des études complémentaires hein, qui ont été faites. Il y a l'étude Alex qui a été un peu l'étude initiale, et puis il y a l'étude Parsifal, l'étude Gabriel et Gabriel A, qui ont plus creusé l'aspect les crues, etc., mais qui ne partaient pas directement de la cohorte. Donc ceux-là ne sont pas dans les 62, mais j'ai des tableaux qui donnent les résultats de ces études, donc si vous les voulez, ils sont tout à fait accessibles, parce que j'avais préparé ça pour la Confédération paysanne, etc., bon, vous savez de quoi je parle. Et donc les titres, enfin en détail, hein, les références de ces articles scientifiques, mais qui sont tous en anglais, sont au bout de mon PowerPoint, là, hein, les 62. Disons qu'en français, récemment, j'avais fait pour l'Académie de médecine en 2019 un papier en français, mais qui donne, disons, des résultats quand même assez scientifique, enfin c'est un peu plus avec un peu plus de détails de biologie, d'immunologie que là, mais disons que c'est un texte en français. Et puis moi je crois qu'il y a vraiment un boulot qui va être déterminant et qui va commencer en janvier, là, qui sera fait dans le cadre de la Fondation pour la biodiversité fromagère. Et donc on va embaucher un postdoc, donc un étudiant après sa thèse, hein, pour qu'il soit à l'aise dans ce type de travail, pour faire réellement une vraie analyse bénéfice-risque, c'est-à-dire recueillir des publications scientifiques, à la fois des éléments quantitatifs pour les risques, et en particulier les risques de formes graves d'infection, puisque c'est ça qu'on nous envoie à chaque fois, et aussi les bénéfices, c'est-à-dire dans une population générale, quels bénéfices peut-on attendre de la consommation de ces produits, et est-ce que la balance penche tellement vers le risque qu'il faut effectivement être de plus en plus répressif, alors qu'on va priver les enfants et les familles de bénéfices par ailleurs peut-être aussi importants, voire plus importants. J'aurais plutôt tendance à penser qu'ils sont plus importants, mais c'est vrai que ces bénéfices, ils se répartissent dans la vie, alors que le risque,
Quand vous avez un enfant mort, c'est un enfant mort, et c'est horrible pour une famille. Donc il n'y en aurait bien qu'un, évidemment, ça frappe l'opinion plus que si vous en sauvez 50, mais sur une période de 30 ans. Ok, on est bien d'accord, il y a un devoir d'éducation alimentaire. Oui, oui, bien sûr, absolu. bien sûr. Et Oui. je peux m'empêcher de faire le parallèle avec le livre de Julia Anders par rapport à la microbiote, sur la fabuleuse histoire de l'intestin, qui explique tous les mécanismes, et ça complète tout à fait ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Non, puis je pense que vraiment, on va de plus en plus progresser dans l'étude de ce microbiote, et c'est vrai que tous les papiers qui sortent sur la relation avec l'état mental même des populations, c'est quand même très dérangeant, hein, et pourtant, scientifiquement, c'est vraiment important. Et puis alors, il y a des choses tout à fait nouvelles que pour le moment, on n'a pas du tout exploitées parce que ça vient de sortir, mais il semble bien que les virus, qu'on appelle des bactériophages, hein, qui infectent les bactéries du microbiote et qui passent de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, etc., et qui sont influencés justement par les acides gras, etc., dans leur voyage d'une bactérie à l'autre, comptent peut-être autant, voire plus, disent certains, que le microbiote lui-même. Hein. Donc là, on est au début de encore un champ complètement large d'études. Or, il ne faut pas oublier que vos animaux d'élevage, ils ont un microbiote et que leur microbiote est hyper important pour leur propre santé et pour la façon dont ils font leur lait. Hein. Ça, il n'y a pas que le microbiote humain qui compte, mais les microbiotes, et en fonction des espèces, les microbiotes sont différents, hein, ça on le sait bien, et je pense que les conditions d'élevage vont influencer le microbiote de ces animaux, donc, in fine, de la qualité des produits, mais aussi de la qualité santé des produits. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Sur la ferme, nous, le lait, on ne le buvait jamais cru, il était toujours bouilli. Oui, alors on a différencié le lait bouilli, chauffé, pas bouilli, etc. Et il y a une espèce de gradient. Alors de temps en temps, dans certaines des études, le lait, bizarrement, hein, parce qu'on ne comprend pas totalement pourquoi, si ce n'est que dans le lait bouilli, il reste tous les bactéries ont beau être inactivées, elles sont toujours là. Hein. Et si ce qui est important, c'est les acides gras, etc., là encore, ça ne les modifie pas tant que ça. Hein. Et donc, il semble que le lait bouilli à la maison garde des propriétés que le lait pasteurisé et surtout UHT perd. Mais quand on compare les bouillis, les non bouillis dans certaines des études, là, le lait non bouilli, le lait vraiment cru, est plus protecteur que le lait bouilli. Mais parfois pas, justement. C'est pour ça que ça montre bien que... Parce que la pasteurisation ou l'ébullition empêche les bactéries de se multiplier après. Mais elles ne vous font pas... ils sortent pas du lait, ils sautent pas de la casserole. Hein. Donc, on sait que des bactéries inactivées restent encore immunomodulatrices. Hein. Et dans l'intestin, leur simple présence, la qualité de leurs parois peut moduler des choses. Or, la pasteurisation, elle fragmente beaucoup plus. Et donc, et surtout, le traitement UHT va vraiment modifier beaucoup plus la structure et ces espèces de fantômes de bactéries n'ont plus les mêmes propriétés que celles qu'elles gardent dans le lait bouilli. C'est comme ça qu'on explique que pour un certain nombre d'études, le lait bouilli, bizarrement, garde ses propriétés. Enfin, bizarrement, ou non, c'est explicable. Alors, à la suite, un oncle éleveur laitier,
il faisait bouillir son lait le matin, mais comme il était trop chaud, il mettait du lait frais dedans. Oui. Et je ne sais plus quelle maladie il a chopé, mais il a failli y passer. À 50 ans, par là. Oui, si c'était la brucellose, oui. Oui, je C'était crois, la grande maladie des éleveurs. Voilà. Et justement, je pense qu'on ne peut parler du lait cru que dans des pays où les deux grands fléaux, tuberculose bovine, brucellose, ont quasiment disparu. Maintenant, plus personne ne meurt de brucellose parce que le problème est évacué. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir un jour, hein, parce que quand on est trop content de ce qu'on a fait, ça peut revenir. Mais c'est vrai que ça peut expliquer aussi que les gens qui nous gouvernent gardent tellement ça en mémoire, et d'ailleurs dans l'imaginaire collectif, que du coup, j'ai lu je ne sais pas combien de rapports gouvernementaux, mais pas que de la France, hein, où on vous dit tout le long que le risque est archi-minime et qu'il est quasiment négligeable, etc. Puis la conclusion, c'est il faut interdire. Hein. Ça montre bien qu'on ne s'appuie pas sur des données raisonnées, quantitatives, machin, bien scientifiques, mais qu'il y a un moment où on lâche tout ça et on tombe dans l'irrationnel. Alors maintenant, avec Covid, l'irrationnel, on a l'habitude, hein, tout ce qui peut se dire de délirant. Mais ça montre un peu ça, c'est que tout n'est pas rationnel. Mais par contre, la tuberculose, la brucellose étaient des fléaux que la pasteurisation a quand même réussi, mais pas que. Il n'y a pas que la pasteurisation. Il y a eu le travail sur les troupeaux. Hein, moi, je me souviens de l'époque où il y avait un petit plaque en fer, là, indemne de tuberculose. Hein. Et puis, le travail sur la brucellose, il a vraiment été très, très profond, bien fait, par les éleveurs, par les services vétérinaires, et tout ça. Donc, voilà. Donc, quand on parle de lait cru, moi, j'irai pas boire du lait cru en Inde, hein, sincèrement. Mais peut-être même en Serbie. Non, mais je vais dire, il faut être sûr que le contexte général pathologique justement grave d'un pays fait que si on a éliminé les choses vraiment très à risque, fréquentes et mortelles, bon, après, vous avez le risque résiduel, et le risque résiduel pour le moment, c'est quoi? Le vrai risque, parce que avoir une chiasse avec une salmonelle ou un Escherichia coli, c'est quand même pas dramatique. Hein, on peut faire ça un jour sans mourir. Mais par contre, la listériose chez les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes, même si c'est excessivement rare, et Escherichia coli STEC chez les tout petits, parce que c'est vrai qu'après 5 ans, alors là vraiment, quand on dit qu'il faut l'étendre entre 5 et 10 ans, on délire, hein, 15 ans, pourquoi pas. Non, mais c'est rien, puisque même en dessous de 5 ans, on est à moins d'un cas mortel tous les 5 ans. Hein. Donc, c'est quand même extrêmement faible, même si on ne peut pas dire que c'est rien, ça existe. Mais il y a tellement de trucs qui existent. Parce que le même qui vous fait l'interdiction du lait cru avant 5 ans, eh ben, bizarrement, c'est un fumeur, et pourtant, il travaille dans l'administration de la santé. Bon, à côté du risque du tabac, le risque du syndrome hémolytique et urémique, le gamin, il risque plus en traversant la route pour aller au jardin d'enfants. Hein. On va prendre une dernière question, peut-être ? J'en avais encore une, pardon, si je peux finir. Vas-y, Et du coup, parce que dans l'étude... vous disiez que si la mère consommait des produits au lait cru, mais moi, ma compagne, enfin, qui est paysanne, machin, eh ben, on a toujours consommé du fromage au lait cru, sauf quand elle était enceinte, ou elle achetait du fromage au lait pasteurisé. Ah ben, parce oui. que pour le risque listeria, on lui disait, il ne faut surtout pas manger de Oui, fromage mais au lait cru. c'est pareil. Regardez statistiquement, en 2021, combien il y a de femmes enceintes qui ont des problèmes avec l'hystéria, et vous verrez que c'est tellement minime que l'avortement par l'hystériose de la femme enceinte, s'il y a peut-être 2 cas annuels, et encore j'en suis même pas sûr, je n'ai pas regardé les statistiques de cette année, mais on est dans ces eaux-là, quoi. Hein. Et puis alors, ce qu'on ne dit pas aux femmes enceintes, c'est que toutes les pâtes pressées cuites
sont autorisés. Et ça, on se garde bien de le dire. Et moi, il y a déjà longtemps que j'ai dit, mais pourquoi dans les affichettes, dans les cabinets de gynécologues, vous ne précisez pas les fromages au lait cru qui peuvent être consommés? Alors on m'a dit, madame, en santé publique, comme si je ne faisais pas de la santé publique, il faut des messages simples. Enfin, les gens ne sont pas débiles. On peut comprendre que certains produits soient un peu plus à risque et d'autres pas du tout. Hein? Alors, c'est pour ça que dans la fameuse instruction technique, dans un petit coin, ils ont mis sauf les pâtes pressées cuites, en donnant des exemples qui n'étaient pas tous les exemples d'ailleurs de pâtes pressées cuites, donc on pourrait dire que c'est tendancieux. Hein? Mais c'est dit dans un petit coin. Mais les affichettes que depuis ils ont fait à l'intention des familles, des gens des cantines, etc., bizarrement, ça ne figure plus. Alors que c'est dans l'instruction technique elle-même. Je me demandais si on a raté son enfance d'un point de vue protection immunologique. Ben oui. À cause de nos parents, je sais pas. À cause de nos parents qui n'étaient plus à la ferme. Ouais, non, c'est pas mon cas, mais est-ce que du coup c'est rattrapable d'un point de vue... Est-ce que les produits au lait cru ont leur effet sur des adultes? Oui, alors il semblerait que ça soit quand même difficilement rattrapable. Non, alors il faut quand même toujours garder à l'idée que ce sont des études statistiques, hein, et que, bien sûr, c'est sur enfin, grands nombres, qui ne sont pas des si grands nombres que ça, et pour que sur ces nombres-là, ça soit significatif, c'est que c'est vraiment significatif. Non, il y a un degré de protection, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez jamais bu de lait cru, que vous n'êtes pas né dans une ferme, que votre mère était banquière, et que, etc., vous pouvez très bien ne pas être allergique. Mais vu la proportion d'allergiques dans la population, c'est vrai qu'actuellement, de nos jours, on a beaucoup plus de risques de l'être dans ces cas-là. Une fois qu'on l'est, on l'est, et puis voilà, c'est malheureusement pas très rattrapable. Mais l'idée, c'est que justement, dans d'autres études, et on a aussi des résultats dans cette étude-là, mais il y a d'autres études qui vont dans le même sens, c'est que les enfants, par exemple, qui n'ont jamais vécu dans une ferme, mais qui ont bu du lait cru et qui ont mangé des produits de la ferme régulièrement pendant leur vie, sont effectivement protégés par ça. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de vivre à la ferme, parce qu'on me dit « où est la pilule de ferme ?» Non, il n'y a pas de pilule de ferme, parce que ce qui compte, ce n'est pas une bactérie précise, mais c'est un ensemble. Et l'ensemble, et peut-être qu'il n'y a pas que, hein, comme je disais, il n'y a pas que les bactéries, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être le foin, il y a peut-être d'autres éléments de l'environnement. Alors après, est-ce que c'est rattrapable à l'âge adulte ? De toute façon, tout ce qui contribue à un microbiote équilibré contribue à un système immunitaire en meilleur état. Hein. C'est-à-dire qu'on peut encore rattraper des choses, mais on le rattrape beaucoup moins facilement que quand on se trouve dans les toutes premières années de vie. Il y a vraiment, on a fait donc ces études purement immunologiques, hein, sur à quoi ressemble le système immunitaire d'un enfant de 1 an, 4 ans et demi et 6 ans. On s'aperçoit que déjà à 6 ans, les choses sont stabilisées et donc c'est plus aussi flagrant la différence entre les qui ont bu du lait cru et ceux qui ne l'ont pas bu, alors qu'à 1 an, à 4 ans et demi, c'est vraiment très très clair. Et à 6 ans, on a l'impression qu'on a un palier, là, qu'après, c'est moins rattrapable, oui, c'est comme ça. Mais je pense que l'humanité s'achemine vers une vie urbaine, hygiénique, etc. Et c'est pour ça que conserver quand même là-dedans, pour la bonne santé du microbiote, des produits qui peuvent l'équilibrer, etc., c'est pas perdu, quoi. C'est toujours ça de prise sur l'ennemi, je dirais. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est... Allez-y, si vous voulez.
Ce qu'on vous propose, c'est d'arrêter là pour l'instant pour les questions. De toute façon, vous pouvez en reposer plein pendant la table ronde. On peut prendre 5 minutes de pause si vous voulez vous dégourdir les jambes. Et puis voilà, après on enchaînera sur la table ronde. Merci.